Je ne vais pas vous ennuyer longtemps. Vous m'interrompez si vous avez peut-être des choses à ajouter, à dire, à faire remarquer. Bon, je vais vous présenter sans aucune légitimité, puisque, encore une fois, je ne connais pas grand-chose à la danse, un certain nombre de points de vue de l'extérieur, du dehors, des choses qui me frappent. Et comme je ne suis pas là pour passer la brosse à reluire, je vais être aussi un peu critique. Mais c'est vraiment pas de la provocation, c'est vraiment juste pour susciter des discussions entre vous, avec moi, enfin peu importe, mais en tout cas pour aussi peut-être permettre certaines réflexions, certaines incitations. Alors d'abord il y a le site de notre rencontre, moi je le trouve très problématique. Je sais pas, enfin je l'ai dit déjà ce matin d'entrée de jeu, mais le visio, le bruit, le fait que quand on est assis et que quelqu'un descend dans l'escalier, on ressent tout dans sa colonne vertébrale, le fait que la porte claque, enfin il y a énormément d'éléments, je trouve qu'ils ne sont pas... Alors Winnicott parle d'environnement facilitant, je ne trouve pas que cet environnement soit très facilitant, bon les lumières dans la figure, et j'en passe, et c'est pas une critique, c'est toujours comme ça, il y a bien pire, d'ailleurs j'ai vécu bien pire, y compris dans ma fac, par exemple l'architecte de ma fac, il n'a pas prévu qu'il fallait insonoriser les portes. Donc quand on fait cours, et entre par exemple 10h et 11h, je veux dire, à chaque interclasse, on ne peut plus s'entendre dans la classe. Alors on est obligé de sortir pour dire aux gens dans la salle, pour dire aux gens dans les couloirs, chut, on ne s'entend plus. Bon. Voilà, donc il y a vraiment une inadaptation parfois, je trouve, des espaces au rôle qu'on voudrait leur faire jouer en fait. Alors c'est pas du tout le cas ici, hein, je trouve je veux dire, l'espace il a aussi ses vertus, mais je trouve qu'au niveau d'une journée d'études, d'une journée de rencontre, c'est difficile de se rencontrer d'une part, et puis que voilà. Donc il y a une réflexion à mener là-dessus, et je pense que, justement je parlais de Merce Cunningham et de Cage ce matin, mais voilà, ils avaient vraiment, tous ces gens avaient une grosse réflexion sur les lieux de leurs interventions et de leurs performances. Et je trouve que là, finalement, c'était pas si présent que ça. Il y a autre chose qui, moi, m'a surprise, mais peut-être à tort, c'est qu'il est beaucoup question du sujet dansant, il est beaucoup question de votre intériorité, votre extériorité, il y a de la coordination entre des individus. Ça a été dit à un moment donné, on est ensemble, mais solitaire. Enfin voilà, pour décrire quelque chose qui s'est passé aussi au cours de la journée. Alors que je crois que dans la danse, la relation à l'autre, elle est quand même absolument centrale et fondamentale. Et que là, elle était, je dirais, un peu invisibilisée ou un peu sous-traitée. Je ne sais pas si j'ai tort, mais c'était comme si finalement... mais je le comprends aussi, hein, c'est provocateur ce que je dis. Comme si finalement il y avait, disons, à acquérir une connaissance de soi, une discipline de soi, une porosité, enfin quelque chose qui passe par soi avant d'en arriver finalement à des interactions. Alors ça, moi ça me surprend, moi je connais bien par exemple la chorégraphie même de Cunningham ou de Martin Pisani ou Pinabo, enfin bon voilà, où il est vraiment tout le temps question, alors ça a été dit d'ailleurs à un certain moment de la distance entre les gens. C'est quoi la bonne distance? En fait finalement il y a des tas de chorégraphie qui justement exprime la tension qu'il y a entre le fait de fusionner les uns dans les autres, ce qui est jamais très bon, et le fait de rien se dire, ce qui est jamais très bon non plus. Donc entre l'isolement et le fusionnement, ou la masse, si vous voulez, comment trouver sa place en fait? C'est quoi la bonne distance? Et je trouve qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, évidemment en philosophie ou en sociologie, mais même au théâtre ou en scénographie, etc. Et que c'était un peu une dimension, moi, qui m'a... Je sais pas, j'étais étonnée de trouver que c'était un peu... dans les communications, là, j'ai plus les noms. Ouais, voilà. Bon, enfin, je veux pas... mais voilà, j'ai trouvé que ça manquait un peu. Voilà. Donc, même dans... Voilà, je pensais à la communication de Noé Soulier, où il n'en était absolument pas question. Voilà. Alors après, il y a toute la question de l'expérience. Moi, j'ai bien aimé ça. Alors, je vais partir maintenant dans des remarques tout positives. De toute façon, c'est... oui, la question tout à fait centrale de l'expérience. J'aime bien l'idée d'expérience plutôt que d'exercice. Du coup,
on peut revenir à quelque chose que j'ai dit ce matin, à savoir qu'une expérience est partageable ou c'est pas une expérience, et en même temps une expérience c'est mon expérience ou alors c'est pas une expérience. Et donc il y a vraiment ces deux pôles en fait de l'expérience qui ont été mobilisés de plein de façons au cours de la journée. J'ai trouvé ça vraiment tout à fait intéressant. En particulier parce que justement c'est ce qui fait lien entre, à mon avis, c'est ce qui fait lien entre l'art et la pédagogie. Enseigner toute chose comme on enseigne l'art, ça veut dire enseigner toute chose du point de vue de l'expérience qu'un praticien a finalement de sa propre existence. Alors moi ce qui m'a frappé, les enjeux ils sont vraiment fondamentaux, surtout du point de vue de la philosophie politique dont je suis plutôt spécialiste, à savoir que moi ce qui m'a frappé, contrairement à ce qui a été dit à certains moments, c'est que les gens qui savent bien faire quelque chose, ils savent très bien l'expliquer. Ça c'est déjà un premier pôle de l'expérience et de la raison pour laquelle il faut vraiment, je dirais que ce soit comment dire, l'artiste, le maître de l'art qui enseigne cet art. Parce que sinon, d'ailleurs ça s'est fait traditionnellement comme ça depuis la nuit des temps. C'est le maître de l'art qui enseigne l'art. Sinon, c'est pas... Et voilà, cette idée que finalement, plus les enfants sont jeunes, moins on a besoin de professeurs qualifiés, par exemple, ce genre de choses complètement absurdes. Et du coup, j'ai remarqué effectivement que savoir faire, c'est savoir dire, c'est savoir enseigner. Que si on sait bien faire, c'est parce qu'on a suivi tout un processus dont on peut avoir oublié certaines phases, mais qui malgré tout peuvent revenir à la surface de manière à être communiquées, même si c'est un peu imparfaitement. Moi je parle avec mon cordonnier, avec mon boulanger, je parle avec des tas de gens, un bûcheron, n'importe qui, et je suis toujours frappée de la pertinence et de leurs propos et de leur capacité de transmettre ce dont ils sont l'expert, le spécialiste, si vous voulez. Et je crois que ça c'est quelque chose que vraiment, moi, qui me touche beaucoup, parce que, si vous voulez, il y a toutes sortes de discours antidémocratiques qui sont fondés sur l'idée que les gens ne savent pas ce qui est bien pour eux. Enfin, franchement. C'est-à-dire que les gens ne sont jamais les bons interprètes de leurs propres intérêts, qu'on va leur expliquer ce qui est bien pour eux. Et donc on se substitue, si vous voulez, aux gens dans l'énoncé de leurs intérêts, dans l'énoncé de leurs besoins même, dans l'énoncé de leurs désirs. Et voilà, il y a plein de textes sur ces questions-là, mais vraiment c'est une tendance très forte de nos sociétés actuellement que de déposséder les gens, a priori, d'une compétence sur leur propre vie. Et je trouve que le fait de corréler l'artiste, enfin l'art et la pédagogie, l'art au sens très large finalement, il y a un art du boulanger, il y a un art du cordonnier, il y a un art du littéraire, il y a un art du danseur, bon voilà, de corréler l'art et la pédagogie me semble être vraiment un idéal démocratique par excellence. Parce que justement, sans rentrer dans les distinctions de rancière, l'enseignant, l'enseigné, le maître, l'ignorant, je ne crois pas que ça se répartisse vraiment comme ça, mais peu importe. L'idée, c'est quand même que chacun a effectivement une compétence sur sa propre vie qu'il est capable de transmettre à partir du moment où les conditions d'écoute, d'accueil, de reconnaissance et de respect sont réunies, si vous voulez. Donc ça me semble être aussi quelque chose qu'on peut tirer de cette journée et du coup qu'on puisse, à partir de l'art, enfin là en l'occurrence l'enseignement de la danse, enfin, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, mais enfin la transmission d'un art en tant qu'expérience suppose effectivement que l'expérience de l'art soit au rendez-vous en quelque sorte. Et donc j'inciterai beaucoup là-dessus, le faire connaître, apprendre de Caroline Raymond, l'idée qu'il y ait une culture artistique partagée à partir d'un travail sur une œuvre historique, ça aussi c'est fondamental. Moi je connais plus le domaine des arts visuels, comme je vous l'ai dit. Bon ben là il y a plein de jeunes, ils arrivent à l'école et ils vont pas voir des expos, ils regardent des images sur leur écran comme si l'art c'était des images. Bon, alors que même une photographie n'est pas une image, une photographie c'est une photographie, et la réduire à une image dans un catalogue ou sur un écran, c'est vraiment la priver de sa dimension matérielle, c'est-à-dire son format, son grain, son espace d'exposition,
son encadrement éventuel, etc. En fait, il y a plein de choses dans les photos qui sont bien au-delà de l'image. Enfin, c'est pour dire, mais pareil un film, pareil n'importe quoi. Donc l'image, si vous voulez, c'est toujours quelque chose de très diminué ou de minimisé par rapport à l'expérience de l'art. Il y a très peu d'expérience de l'image. Donc moi, ça me semblait vraiment l'idée, voilà, que d'aller vers des œuvres qui ont fait leur preuve historiquement, non pas pour y trouver des modèles, mais pour y trouver une énergie, en fait, ça me semble aussi un complément totalement indispensable dans la transmission. Parce que, comme le disait Donald Judd, on ne parle jamais de rien. Si vous voulez, les œuvres d'art, soit une pièce, n'importe quoi, elles ne sont jamais la récusation de ce qui précédait. Et que, en revanche, ça c'est des galeristes et des artistes qui me l'avaient bien expliqué, je ne veux pas rentrer dans les détails, en fait ça se comprend assez vite, c'est que si vous ne connaissez pas l'histoire de votre art, vous êtes condamné à répéter des choses qui se sont déjà faites. Vous ne pourrez jamais progresser en fait. Vous ne pourrez jamais amener un regard nouveau en fait sur l'art que vous pratiquez. Donc la connaissance historique de votre art, elle est absolument indispensable. Et donc passer par des œuvres un peu canoniques en quelque sorte, ou académiques, pourquoi pas? Bon, à condition évidemment que le canon ou l'académisme soit toujours revisité de manière coopérative et démocratique. Donc voilà. Alors après, du coup, ça m'amène encore à une remarque, c'est que j'ai entendu assez souvent dans la journée les mots de spectacle et de spectateur. L'art comme expérience, ça supprime ça. Je veux dire, il n'y a pas de spectateur pour un art comme expérience. Ça, c'est plus possible. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un spectateur? C'est quelqu'un, par définition, qui n'agit pas. Et c'est quelqu'un, si vous voulez, qui n'agit pas, en tout cas, sur l'objet dont il est le spectateur. C'est-à-dire sur le spectacle. Donc, parler spectacle ou de spectateur, si vous voulez, ça va vous emmener dans des directions. Là, j'ai été contactée hier par le théâtre du Vidier à Lausanne, justement, pour parler de ces questions-là, parce qu'ils ont un gros problème de vocabulaire pour... enfin, je ne sais pas si je vais dire quelque chose, mais enfin, en tout cas, parce que, justement, ils sont un peu coincés dans des manières d'aborder la performance qui est toujours en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, je trouve qu'un des moyens de régler le problème, ou en tout cas de le conscientiser, excusez-moi de ce mot affreux, c'est justement peut-être de dire spectacle, spectateur, représentation, c'est vraiment un des problèmes. Disons à chaque fois, est-ce que c'est bien les mots que je pourrais employer, est-ce que je ne pourrais pas les remplacer par autre chose? Voilà, bon, je ne vais pas développer parce que tout le monde doit être bien fatigué, mais c'est une réflexion que je voulais faire. Il y a encore une chose que je voudrais dire. Il a été pas mal question, surtout dans la première partie de la journée, de ce que, disons que l'enseignement de l'art, la transmission d'un art, passe par une espèce d'autoconstruction de ses propres perceptions. Alors ça, je trouve ça très intéressant, et qu'effectivement, un bébé à la naissance, il ne perçoit quand même pas grand-chose. Un petit enfant, il va appeler pigeon tous les animaux, et il ne va pas faire les distinctions, donc il y a plein d'affinement des perceptions qui vont venir au fur et à mesure qu'on apprend à catégoriser, signifier, conceptualiser, théoriser, désigner, identifier, etc. Et que ça passe beaucoup par la langue, c'est évident. Mais en même temps, disons qu'à partir du moment où, si vous voulez, on ramène le champ perceptif dans un construit, notamment médié par l'intermédiaire de la langue ou du langage, d'abord on risque de tomber dans le relativisme, ce qui est jamais très bon. Alors il y a des tas de gens qui vont parler de l'incommensurabilité des croyances, de l'intraductibilité de ceci et de cela. Bon, je pense que tout est traductible personnellement. Bon. Et donc le relativisme déjà c'est un problème, mais il y a un autre problème, c'est que on ne fait pas droit au dehors justement. Il y a une phrase de Thoreau, moi que j'aime bien, il dit la perception est fatale. Et je crois qu'il y a quelque chose à prendre là-dedans. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le maître de vos perceptions. Et les contrôler complètement, d'une certaine façon, c'est en finir avec l'art. Et qu'on est obligé aussi de... Alors, il a été question de porosité, d'attention, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ces attitudes-là? Sinon, une mise à disposition de soi par rapport à des choses qui vont vous assaillir de l'extérieur, en quelque sorte, voire de l'intérieur, d'ailleurs, mais que vous n'aviez pas prévu. Et à nouveau... Ça, c'est vraiment important. J'ai trouvé qu'il y avait des discours un peu antagonistes sur ce plan. C'est-à-dire que, si vous voulez,
faire de la perception, des impressions, des émotions, quelque chose finalement qui se construit culturellement et idéologiquement ou en vertu d'un exercice, c'est vraiment peut-être fermer trop la porte à tout ce qui nous arrive en quelque sorte et qui nous incombe finalement d'intégrer dans notre geste, dans notre pensée, faute de quoi on peut dire qu'on quitte la Terre ferme, c'est-à-dire qu'on s'envole vers les dimensions stratosphériques de l'existence. Ça peut être du négationnisme, ça peut être de l'invisibilisation, ça peut être un déni de réalité. Enfin voilà, il y a plein d'attitudes, si vous voulez, qui font qu'on est un peu fermé sur le réel et rester ouvert finalement à ce qui arrive. Évidemment, c'est toujours un peu dangereux, mais en même temps, il me semble que c'est quand même une condition essentielle à la fois de l'éducation et de la création artistique. Donc voilà. Bon, après, j'ai beaucoup d'autres remarques, mais ça, je pense que comme il est 6h30, on peut s'arrêter peut-être. Encore 3 remarques. Encore 3, oui, pour la route. Il y a peut-être des questions ou, je sais pas, des gens qui ont envie de faire des remarques aussi, non? Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'était, pour insister sur le savoir incroyablement sophistiqué, inégalable, du maître de l'art. Je veux dire le maître de l'art pour pas parler que de la danse, enfin bon, ça englobe. J'avais vu une communication d'un neurocognitiviste à l'époque où il était souvent question, alors peut-être qu'il en a encore question, vraiment de savoir finalement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au moment d'une émotion esthétique. Et donc, en particulier, la conférence à laquelle je pense avait fait une distinction entre la manière dont des gens qui ne connaissent pas grand-chose au tableau, à un tableau, bon, enfin à l'art plastique, mais enfin en l'occurrence il y avait un tableau, je crois que c'était un tableau de Van Gogh qui était pris comme exemple. Donc il y avait une différence qui était faite entre la manière dont quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose regarde ce tableau. Il y avait des électrodes branchées sur le cerveau et comme ça ils avaient pu, grâce à un procédé graphique, représenter la circulation du regard sur le tableau. Et c'était opposé à la manière dont des artistes regardaient le tableau. Et c'était incroyable la différence, c'est vraiment incroyable. Et ça moi ça m'a appris énormément de choses cette expérience parce qu'on voyait que, en gros, les ignares, si on peut dire, excusez-moi, eux, en fait, ils étaient immédiatement focalisés sur ce que le tableau voulait bien leur montrer, c'est-à-dire le sujet, le centre, quelque chose qui fait sens par rapport à la vie quotidienne. Et donc, ils étaient vraiment inféodés à une architecture, si vous voulez, du tableau, qui avait sa raison d'être, si vous voulez, mais par rapport à quoi tout le reste était complètement périphérique. Alors que les artistes qui avaient été branchés, en fait, on voyait qu'ils avaient une manière complètement différente de lire le tableau, c'est-à-dire qu'ils commençaient plutôt par ce qu'on pourrait appeler avec Arras des détails, en fait. Ils commençaient par les détails, ce qui n'était pas des détails pour eux, mais ce qui pour eux était un détail, pour eux, c'était un point d'entrée dans le tableau. C'est-à-dire qu'en fait, ils fonctionnaient comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me fait rentrer dans le tableau? Alors que nous, c'est en fait, comment je peux, non pas rentrer dans le tableau, mais faire rentrer le tableau en moi, si vous voulez. Et c'était très intéressant comme expérience, parce qu'on voit que, justement, il y a, si on veut communiquer, transmettre quelque chose d'un art, il faut vraiment, d'une certaine façon, pluraliser disons, présenter les choses de manière à pluraliser les expériences de la proposition qu'on fait aux étudiants, si vous voulez. Et c'est cette pluralisation qui leur permet de rentrer dans le tableau, comme dirait Arras, enfin de rentrer dans ce qu'on leur propose. Et ça, c'est difficile à faire, mais je trouve que c'est vraiment intéressant aussi d'un point de vue pédagogique. Plutôt que de présenter des objets très compacts avec une seule manière au contraire, les présenter de manière à déstabiliser en quelque sorte l'individu quant à sa voie d'entrée habituelle, si vous voulez. Et donc de l'amener, comme il disait Richard Serra à propos de
de Monumental, il disait qu'amener chacun à documenter son expérience pour soi-même. Il n'y a pas de mode d'emploi, si vous voulez. Et d'ailleurs, je voulais dire en passant que j'ai beaucoup aimé les ateliers, même si je ne les ai pas trop pratiqués. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait de la part des étudiantes, parce que justement, il y a eu des interactions très, très judicieuses avec les gens, avec le public, une liberté, justement une forme de demande d'improvisation de la part des publics qui incitait à justement documenter son expérience pour soi-même, à la vivre, et non pas à répondre à des injonctions. Bon, en plus, je trouve qu'aussi au niveau des ateliers, il y a eu un vivre ensemble, un être ensemble qui était très présent, contrairement à ce que j'ai dit au départ, sur le fait qu'il n'était pas vraiment question de faire des choses ensemble, mais plutôt... Bon, voilà. Donc c'est un bémol que j'apporte avec un grand plaisir, parce que ça m'a beaucoup intéressé, ces exercices. Enfin, ces ateliers, pardon. Ces expériences. Ces expériences. Bon, après, moi, j'aime beaucoup l'idée d'entraînement, hein, donc il faut s'entraîner. Ça ne veut pas dire de refaire tout le temps la même chose, mais pourquoi pas. L'entraînement, c'est... Il y a une autre notion que j'aime beaucoup, dont il n'a pas du tout été question, c'est la notion de virtuosité. J'aime beaucoup ça. C'est pas le génie, la virtuosité, mais c'est... il y a une virtuosité. On voit bien le circassien, là, dans la vidéo, il est virtuose. Voilà, et ça fait toujours plaisir à voir ou à atteindre quand on arrive à être virtuose dans son domaine, on est très content. Mais c'est vraiment, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est sûr. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on s'arrête là. Super. Merci beaucoup, Joël.